Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Pour la toute première fois dans l'histoire de Révolution des cœurs, je reçois un couple au micro du podcast. Sabrina, d'origine algérienne, et Marvin, d'origine camerounaise, nous racontent leur histoire d'amour. Des cours de karaté où ils se sont rencontrés à leur récente fiançailles, leur couple a vécu de nombreuses épreuves en raison de leurs différences de religion. Ils ont dû vivre une bonne partie de leur amour en cachette, car pour la famille de Sabrina, être en couple avec un homme non musulman était un interdit formel. Après des années compliquées, les choses commencent enfin à s'apaiser. Un témoignage à deux voix sur l'amour, la double vie, l'emprise familiale et le passage à une vie choisie. Merci Sabrina et Marvin pour votre témoignage touchant. Un grand bravo et bonne écoute à tous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Sabrina, j'ai 26 ans et je suis originaire de l'Algérie. J'ai 3 frères et sœurs, donc je suis la troisième de la famille. J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Je suis aujourd'hui accompagnée de Marvin, Bonjour à tous. qui est mon compagnon et avec qui on partage notre relation depuis 10 ans cette année. Bientôt 10 ans, oui. Voilà. Et alors du coup, j'ai grandi dans une famille, où la religion était hyper importante, où ouais, on a eu une éducation religieuse omniprésente, où bah, j'ai toujours vu mes parents prier, j'ai toujours vu mes parents jeûner, on mangeait halal, on était inscrites à l'école arabe quand on était petite avec ma sœur. Voilà, nos parents nous ont toujours dit qu'ils nous aimaient. Ils nous ont toujours dit qu'ils étaient prêts à tout sacrifier pour nous, à se sacrifier pour nous, et cetera. Il y avait vraiment cette notion du sacrifice quand même, de: «Je suis prêt à mourir pour mes enfants». Après, mes parents nous ont beaucoup appris la religion, mais ça s'est souvent fait sur un aspect assez «négatif» entre guillemets, qui était assez tourné vers la crainte de: «Attention, si tu fais pas ça, bah, Dieu va pas être content et ne t'acceptera pas au paradis». Ou alors: «Il faut faire ta prière parce que c'est ce qui te permettra d'accéder au paradis. Si tu pries pas, bah, c'est fini, tu iras pas au paradis et puis du coup, bah, ça te coupe l'herbe sous le pied, c'est fini, plus aucune chance de rédemption». Je viens d'une très grande famille, donc on est énormément de cousins-cousines et essentiellement du coup, bah, sur la ville, où j'habite. On est tous très collés les uns aux autres et tous, ouais, tous agglutinés, les uns sur les autres. Enfance normale jusqu'à 2011 où du coup, on se rencontre avec Marvin. On faisait du karaté ensemble, donc pendant 5 ans. On a eu 5 ans d'amitié un peu ambiguë, où en fait on se considérait comme étant des meilleurs amis, mais en même temps, je pense qu'on se cherchait un petit peu. Ouais. Voilà, on a rapidement eu des atomes crochus qui ont fait qu'on s'est vite rapprochés. Arrivé en 2016, c'est là qu'on prend pleinement conscience, après que tous les autres nous aient fait remarquer, mais vous êtes ensemble ou pas? On prend conscience en fait de notre attirance mutuelle et on décide plus ou moins de se mettre ensemble à partir du 8 novembre 2016. Oui. Oui, dans la même année, chose importante à notifier, on me découvre une maladie, donc j'ai une HTAP, c'est de l'hypertension pulmonaire artérielle où, du coup, en fait, c'est une maladie qui fait que je suis très essoufflée, de manière générale, mais c'est un peu les maladies qui font peur, maladies chroniques où on va sur internet et on voit maladie mortelle d'un coup. Bon, voilà, avant moi, mon père, pareil, dans la même année, venait de se faire greffer du foie. Il a eu, un cancer du foie. Donc voilà, donc on s'est mis ensemble quand même dans un contexte où je venais, quelques mois avant de découvrir que j'avais une maladie, où je me cherchais encore à ce niveau-là. C'était un peu compliqué. Mon père faisait encore des allers-retours à l'hôpital parce que, bah, c'est le suivi d'une greffe et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on se met ensemble. Oui, et très tôt, bon, forcément, nous, on poursuit notre relation avec l'insouciance de la jeunesse. Hein. Elle avait 16 ans, elle allait sur ses 17 ans à ce moment-là, moi j'allais sur mes 18. Donc on se posait pas plus de questions, mais bah, très rapidement, Sabrina m'a informé que auprès de sa famille, ça ne passerait pas parce qu'il y avait, du coup cet interdit qui pesait de manière
on va dire, socio-culturelle de la femme musulmane qui ne peut pas sortir avec un homme musulman. Et moi, étant chrétien, sa famille, évidemment, n'accepterait pas. Donc, disons qu'on on profite des beaux jours avec, malgré nous, c'était un peu cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, en sachant qu'on ne pourra potentiellement pas rester ensemble. Donc, c'était assez délicat parce que au début, on se dit on est jeune, c'est pas grave, on profite, on verra bien ce qu'il en est. Mais bon, les années passent, et l'attachement s'accroît au fur et à mesure du temps. Du coup, plus l'attachement grandit, plus ça devient difficile d'imaginer une rupture éventuelle programmée, dont ni elle ni moi on veut sauter le pas. Ouais, en fait, surtout, je pense que ni lui ni moi n'étions prêts à ce qu'on reste ensemble aussi longtemps. Oui, Je surtout pense ça. qu'on s'est mis ensemble en se disant, bon, ça va durer 4 mois, pas plus. Et puis finalement, ça fait 10 ans. Et bah, en fait, au bout d'un an, on se dit, mais ah bah merde, ça dure. On fait quoi? Et mince, on s'aime, on est amoureux, Et qu'est-ce bah qu'on oui. fait? Donc, ça, en fait, je pense que ça nous est tombé dessus, alors qu'on s'y attendait pas du tout, en vrai. Parce que je t'aime bien, mais je m'y attendais quand même pas du tout. Non, moi non plus. Et c'est vrai que plus, en fait, du coup, plus le temps passe, à un moment donné, en fait, plus on passait des caps sur le plan affectif, en termes de proximité, on se rendait compte qu'en fait, non, je ne voyais pas ma vie sans elle, elle ne voyait pas ma vie elle ne voyait pas sa vie sans moi. Ouais, plutôt. Voilà, on va pas s'arrêter à cause d'une injonction extérieure, alors qu'entre nous, tout se passe bien et que jusqu'à maintenant, on a eu très très peu de soucis. Donc, à un moment donné, je me rappelle d'une discussion, je ne sais plus exactement quand, mais une discussion qu'on avait eue tous les deux. On prend conscience de ça, on se dit, bon, écoute, on a deux options. Soit on arrête là, parce que sinon, ça va être beaucoup, beaucoup trop dur, en fait, de se séparer par la suite, étant donné qu'on sera beaucoup trop entichés l'un de l'autre. Soit on est prêt à rester ensemble, et dans ce cas, on se bat. Et on a décidé de se battre, malgré tout. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à effectuer des recherches sur Internet pour voir est-ce qu'il y avait des cas comme nous et des personnes comme nous, en fait, qui avaient aussi cette injonction de séparation entre couples mixtes, interreligieux notamment. Par la suite, en poursuivant mes recherches, je découvre une association qui s'appelle le Groupe de foyers islamo-chrétiens. Une association qui réunit, en fait, qui a pour mission principale, en fait, d'entretenir le dialogue interreligieux entre des couples justement musulmans chrétiens, que ce soit l'homme musulman ou la femme musulmane et vice versa de l'autre conjoint qui est chrétien. Et en fait, il y avait grâce à cette association avec qui je suis rapidement entré en contact, il me semble que c'était en 2018-2019. On est rapidement tombé sur un grand nombre de témoignages, un grand nombre de couples qui disaient oui, il m'est arrivé la même chose, je sais exactement par quoi tu es passé, c'est normal, ne t'en fais pas, tu n'es pas tout seul et tout. Et ça a été un brin d'air frais immense, quoi. C'était un soulagement de se rendre compte qu'on n'était pas seul à vivre ça. Bah après, c'était essentiellement pour toi parce que, moi, en fait, au début, il me parle de l'asso, je lui dis, bon, ta secte, c'est bien mignon, mais ça m'intéresse pas trop. Enfin, j'y crois pas du tout. Vrai. Mais genre, vraiment, je n'y crois pas du tout. Surtout qu'en fait, pendant longtemps, en fait, on l'avait vraiment posé cette injonction comme un interdit absolu sur le plan négociable. non négociable sur le plan islamique et on lui faisait comprendre que, en fait, comme elle a expliqué au début, quand tu transgresses les règles de Dieu, tu vas en enfer. Et quand c'est uniquement par ce prisme-là qu'on t'a conditionné à voir le religieux, forcément, elle voyait notre relation comme une transgression. Et le simple fait d'expliquer que, non, regarde, il y a d'autres personnes qui font comme ça et qui nous expliquent que c'est pas interdit. Au début, l'information ne pouvait pas être comprise intelligiblement, en fait. Émotionnellement, il y a eu un rejet frontal. Et ça a mis beaucoup de temps avant. Ça a mis énormément de temps. En plus, j'ai grandi, moi, avec mon père qui voulait que je me marie avec un cousin. Il n'était pas envisageable que je puisse me marier avec un non-musulman. Enfin, c'est même pas pensable. Même pas pensable du tout. Donc, du coup, oui, moi, mon père, c'était inenvisageable que je sois avec autre qu'un musulman. Enfin, il avait quand même... il avait une idée bien claire en tête de ce qu'il voulait. Donc, c'était un Algérien de notre village, en fait. Et moi, au final, j'arrive avec un homme chrétien, noir, français, c'est camerounais. Bon, voilà, j'ai pas choisi la facilité, c'est peu de le dire. Pendant les 5 premières années, notre relation... Ouais, un peu plus que les 5 premières années. Un peu plus, là, on avait déjà dépassé, mais disons que de 2017
à 2022, on est aussi comme ça. On passe un certain cap à partir de 2018 où on dit qu'on va se battre, mais, mais bon, on continue quand même à vivre notre vie comme on peut et on se soucie un peu moins de l'interview. Oui, en fait, c'est que dans les premières années, on a vraiment vécu très, très caché, en fait. Oui. On était très, très cachés, où on faisait très attention de pas être vus, donc on se voyait, j'étais au lycée, en fait, ils venaient me voir pendant ma pause déj au lycée, ou alors, ils prenaient le bus avec moi jusqu'à un arrêt avant chez moi. Enfin, vraiment, et en fait, on se voyait comme ça. Donc on se voyait pas beaucoup. Bon, on se voyait comme des criminels, en fait. On se voyait comme des criminels, exactement. On se voyait comme des criminels. Donc voilà, en fait, c'est resté vachement secret pendant longtemps, même si bon, on n'est pas du tout des pros de la discrétion, donc en fait, on s'est fait choper, mais je ne sais combien de fois, quoi. Donc à chaque fois, ça déclenchait une guerre cataclysmique de «On n'est pas content, tu arrêtes». Bon, sans résultat sur le coup. Et c'est ouais. En fait, plus le temps passait, plus en fait, on commençait à en avoir marre de ces restrictions. Enfin, moi, je suis un grand amoureux de la liberté et toute situation où je sens qu'on veut me restreindre, qu'on veut m'enfermer dans une case, qu'on veut me dire Marvin, tu ne peux pas faire ça. Je sais que pendant un temps, je peux me discipliner pour que ça passe, mais quand ça dure trop longtemps, ça finit par exploser parce que j'en peux plus. Et c'est vrai que ça a mené à pas mal de, même entre nous, de certaines tensions et qui légères. Mais en fait, au fur et à mesure, ma frustration graduelle, elle l'a partagée. Et c'est vrai que plus le temps passait, en fait, moins on faisait attention. Enfin, Oui, il y a des fois, on s'en fichait d'être vu ou de ne pas être vu, quoi. Enfin, c'est quand est-ce qu'on avait commencé à la salle de sport? 2010. Covid. Covid. 2021. 2021. 2021, dans cette année, du coup, j'avais présenté Marvin un petit peu à mes cousines et tout, et cetera. Puis on était un peu plus public à ce moment-là, donc enfin, voilà, j'en avais parlé à mes cousines. On allait au sport ensemble, donc il y avait beaucoup plus de chances qu'on soit vus ensemble, donc voilà. Et c'est vrai qu'on allait au sport, mais on ne se cachait pas du tout. On sortait de la salle ensemble, on se checkait normal. Bon, j'allais quand même peut-être pas lui faire un bisou devant mon papa, mais voilà, quoi. Parce que mon père venait me chercher ou ma mère venait me chercher à la salle, donc ça les faisait complètement criser de voir que je sortais on sortait, en même temps de la salle de sport, sachant qu'à ce moment-là, moi, mes parents, ils savaient pas qu'on était ensemble. Donc il y a vraiment dans ma famille la politique de l'autruche de non, ça n'existe pas. Donc en fait, ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble, mais que, je pense qu'il le savait, mais il se l'avouait pas parce que, c'est tellement inacceptable, tellement, horrible comme pensée qu'en fait c'était pas envisageable. Donc pendant trop longtemps, en fait, on reste dans cette situation de, on vit caché, mais pas trop à certains moments. Comme elle explique, la discrétion, elle a plus ou moins complètement sauté. Nous, on se dit, on ne commet plus aucun crime. Sabrina, des fois, venait ouvertement. Bon, elle mentait toujours à ses parents. Oui, Mais elle mentait ouvertement à ses parents sur sa localisation. Des fois, elle faisait comprendre que oui, elle allait à la salle, c'est une excuse pour me retrouver. Ou alors, on se voyait à l'université ensemble pour se retrouver. Mais c'était comme ça pendant un petit moment, jusqu'à. Surtout qu'à ce moment-là, important de notifier, j'avais une application de géolocalisation. J'avais une application dans toute ma famille où il y avait mes grands-parents, mes cousines, mes cousins, mes tantes, mes oncles, ma mère, où donc du coup, c'était essentiellement tourné vers ma famille maternelle, où il y avait une application de géolocalisation. Sur le principe, c'est pas une mauvaise chose parce qu'il y a l'aspect sécuritaire, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles c'est pas une mauvaise chose, en fait, le fait d'avoir la localisation des uns des autres, enfin voilà. Mais en fait, c'était tellement mal utilisé que, en fait, on n'a pas envie. C'est utilisé comme du pistage, en fait, du tracking. Ouais, Hein. c'était du tracking. L'idée, c'était de Ah ouais. se suivre en mode Big Brother. Voilà, donc moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai à ma mère: «Bah, écoute, en fait, c'est bien gentil, mais je vais arrêter de la mettre, quoi». Elle m'a dit: «Bah non, si, tu la mets». Je dis: «Bah non, je la mets plus». Et puis c'est passé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, c'est passé. Donc j'ai plus ou moins arrêté de la mettre, donc on se voyait peut-être un peu plus facilement, mais parce que je mentais tout le temps, en fait. Et c'était fatigant avec du recul de Non, ça a été dur à porter, ça aussi. ça pour le coup, ça a été vraiment dur de porter. Du coup, en fait, j'étais obligée de mentir en permanence et en fait, ça demande c'est une charge mentale de fou, en fait, de devoir tout le temps mentir et en fait, puis même au-delà de ça, il faut que mes mensonges, ils soient cohérents et puis ils l'étaient pas. Donc en fait, ma mère savait très bien que je mentais.
Mais on se regardait, elle sait, je sais, mais bon, politique de l'autruche, voilà. Et puis au-delà de ça, au-delà de juste mentir, je portais un masque en permanence. Donc ouais, c'était quand même une période compliquée en vrai avec du recul où du coup, en tant qu'adolescente qui faisait un peu n'importe quoi, j'ai fini par faire une dépression à 14 ans. Ouais, je fais un petit retour en arrière, j'avais oublié. 14 ans, je fais une dépression, je fais une tentative de suicide, enfin vraiment, après je pense que c'est un problème entre guillemets qui concerne énormément d'adolescentes, ou d'adolescents. Mais vu que dans nos familles, la question de la santé mentale, c'est pas trop réfléchi et du coup, en fait, je me trouve très, très en fait, je me sens très, très seule dans cette situation. En octobre 2022, il y a ce qu'on a appelé du coup la crise d'octobre où en fait, j'étais chez mes parents, enfin normal, donc voilà, j'étais chez mes parents. Il y avait que mon père et moi. Chose qui en vrai, ça aurait dû me faire tiquer avec du recul et mon père vient me voir, il me dit: «Est-ce qu'on peut parler?» Je dis: «C'est pas rassurant, mais OK». Et puis il commence à me dire qu'il est au courant pour Marvin, que, il est pas du tout d'accord, qu'en fait, c'est faut que ça cesse et voilà et en fait, c'est tout, c'est faut que ça cesse et en fait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé sur le moment et je ne me l'explique pas. J'ai pété un câble. Je me suis mise à crier sur mon père en lui disant que, non, en fait, en lui disant que non, j'étais pas comprise dans cette famille, que je me sentais mal, que ça allait pas, que trop de choses, en fait, que trop de choses et en fait, lui s'est mis à en fait, il a découvert tout mon mal-être de manière très massive, d'un coup. D'un coup comme ça et parce que, en fait, avant, j'ai toujours été quelqu'un qui cachait tout. Et ça c'est quelque chose qui m'a suivie pendant très longtemps où je cachais tout. Toutes mes émotions, je cachais, je gardais pour moi et donc en fait, lui, il a tout découvert d'un coup. Donc je pense ça l'a choqué. Il appelle ma mère, il lui dit: «Faut que tu viennes à la maison tout de suite, ça va pas du tout». Ma mère arrive, ma mère en pleurs et qui pleure et qui voilà, en fait, qui n'est pas bien du tout. Il y avait ma petite sœur aussi. Marvin avait rencontré ma petite sœur, déjà depuis un moment et en fait, c'était un peu, Marvin était un peu son confident à un moment, bon voilà, où, elle lui racontait parce qu'à cette période, elle passait le bac elle, que ça la stressait énormément, que et cetera, qu'elle savait pas trop quoi faire après. Donc Marvin l'avait beaucoup aiguillée là-dessus et ouais, mais j'ai appris plus tard, en fait, que c'est elle qui m'avait vendu à mes parents et en fait, au cours de cette crise d'octobre, donc du coup, j'ai mon père qui me fait tout son plaidoyer de: «Il faut arrêter, c'est pas bien, je suis pas d'accord». Ma mère qui derrière arrive et en pleurant et puis moi ma mère qui pleure, ça me déchire le cœur, c'est très compliqué pour moi de gérer ça, enfin, voilà. Par la suite, de même soirée, hein, j'ai mon plus grand frère qui arrive, qui commence à faire un plaidoyer de: «C'est pas bien», toute la soirée pendant peut-être 5-6 heures, en fait, ça a duré super longtemps, où j'ai eu mon autre frère, puis ensuite j'ai eu ma belle-sœur et en fait, toute la soirée et ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur et là, j'en parle encore avec émotion, en fait, ça m'a en fait, en fait, même à la suite de ça, il faut savoir que je suis en master de psychologie et la semaine juste avant, j'avais pris rendez-vous, en fait, pour commencer un suivi psy parce qu'en fait, dans le cadre du cursus, en fait, on est plus ou moins obligé et en fait, le rendez-vous psy est le lendemain de tout ça. Je ne Par hasard, voilà, le rendez-vous psy est le lendemain de tout ça et en fait, j'arrive et je suis complètement en crise et en fait, il s'avère qu'à la suite de ces événements, en fait, je fais entre gros guillemets, «un syndrome de stress post-traumatique» où en fait, je fais des cauchemars toutes les nuits, comme ça, des moments random, j'entends ma mère qui crie dans ma tête, enfin, ça m'a choquée, en fait et je l'ai éprouvé de partout dans mon corps. Je le vivais au quotidien, je revivais la scène tout le temps, enfin, c'était horrible. C'était horrible, en fait, de voir tout le monde qui se succédait, enfin, ça faisait très lavage de cerveau, en fait. Donc voilà et à la suite de ça, en fait, je suis encore chez mes parents donc en fait, il se passe ça et puis entre gros guillemets, «la vie suit son cours» derrière. Je l'ai su après, mais en fait, je me suis fait suivre par mon frère pendant 1 an derrière, où en fait, il suivait mes allées et venues, je sais pas réellement dans les faits combien de temps ça a duré, mais où du coup, en fait, il m'a fait suivre, par ses copains et par lui-même. Il m'a dit: S'il faut que je pose un arrêt pour te suivre et pour être ton ombre, je serai ton ombre». Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc voilà. Donc et pareil, j'étais sur une période où ma mère, elle m'appelait tout le temps pour savoir où j'étais, parce que de toute façon, j'avais plus l'application de géolocalisation, donc ça me suivait tout le temps, en fait. Enfin, en fait, avec Marvin, du coup, on avait repris l'habitude de se voir, en fait, un peu comme on pouvait et là où on pouvait.
Et donc du coup, je disais à mes parents enfin moi, ma fac, elle était à une bonne heure de trajet de chez mes parents et en fait, je disais à mes parents que, je commençais à 8h et donc du coup, ce qui fait que j'étais obligée de me lever à 6h et de prendre, le bus à 7h, quoi. C'était faux, hein, je commençais à 11h, midi, mais bon, voilà et en fait, Marvin, il commençait lui le travail à 9h et en fait, je venais chez ses parents, parce que ça, en fait, c'était sur mon trajet, je venais chez ses parents et je restais une petite demi-heure avec lui le matin à 7h et voilà et c'est comme ça qu'on se voyait, en fait et ça a été comme ça pendant, on a fait ça peut-être pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois à peu près, il y a un jour où, en plus j'étais malade ce jour-là. Marvin était parti au boulot, puis moi, en fait, j'avais pas cours j'avais pas particulièrement cours. Donc en fait, j'étais restée chez ses parents parce qu'en fait, j'ai noué un bon lien avec ses parents assez rapidement et en fait, du coup, je suis chez ses parents. Moi, j'étais tranquille en train de prendre un petit déj avec mon livre et tout, mais complètement déconnectée de tout et puis j'entends que ça toque à la porte et du coup, le père, de Marvin va voir: «Oui, qui c'est?» «C'est mon frère!» qui dit: «Je suis devant la maison depuis 7h. Où est Sabrina?» «Ah! D'accord». Puis son père, Sabrina connaît pas, voilà, donc J'avais entendu parler. jamais entendu parler. Moi, j'avais tellement peur que ça parte en vrille ou que j'en sais rien ce que j'imaginais. Donc je lui ai dit: «C'est bon, je me sacrifie, j'y vais» et je suis partie avec mon frère et il m'a ramenée chez mes parents et ça a refait comme 1 an avant où en fait, du coup, ça a refait une crise où j'envoie un message à Marvin, je lui dis: «Il y a mon frère chez tes parents, il est venu me chercher, je repars chez mes parents là tout de suite». Ah, le message était là. Il faut savoir qu'un an avant, lors de la crise d'octobre, un an, donc quelques semaines après la crise d'octobre, il y avait le frère de Sabrina, du coup le frère aîné, le même qui était venu la récupérer chez mon père, enfin chez mes parents, qui m'avait envoyé un texto pour qu'on se voit, pour qu'on discute tous les deux de la situation, de notre relation, de ce qui n'allait pas, tout simplement. Et moi, j'avais dit, bah, ok, pourquoi pas de souci. Bon, j'avais quand même eu pas mal de mises en garde de la part de Sabrina, de la part des parents. Ne te bats surtout pas avec lui, etc. Quoi qu'il te fasse, tu restes tranquille, tu restes calme. Je me suis dit, bah, on verra comment ça se passe. Moi, voilà. Mais pas de souci. Du coup, on s'était retrouvés. Il était venu me récupérer pas loin de chez moi. Il m'avait déposé chez moi et il était venu chez mes parents sans y être invité, hein, mais bon, vu qu'on était chez moi, il était venu. Du coup, on s'est posé avec mes parents. Oui, il y avait mes parents et moi. Mes frères et sœurs n'étaient pas loin, mais ils étaient pas avec nous. Et donc, au cours de cet échange, il était question de fait qu'on n'ait pas les mêmes bases. Je pense bases culturelles, bases religieuses, qu'on était trop différents et que en fait, notre relation ne serait jamais acceptée parce qu'il s'est passé trop de choses. Et que voilà, le mieux en fait, c'est de mettre fin tout simplement à la relation parce que c'est pas possible. Les parents sont âgés, ils sont trop déchirés par ça. Il faut arrêter de faire souffrir tout le monde. Ça marcherait pas. Et à ce moment-là, en fait, mon père, il a compris à qui il avait affaire. Il s'est rendu compte que ça servait à rien de d'échanger avec un mur. Donc, on va lui faire croire qu'il a raison, on va lui donner raison, lui faire croire que du coup la relation s'est interrompue, alors que c'était pas forcément le cas. Histoire en fait qui nous lâche un peu la grappe. Mais au cours de ça, a été entre guillemets proféré des menaces de manière un peu insidieuse. Hein. C'était pas explicite. Hein. Il a pas dit ouvertement je vais tuer Marvin, mais c'est une manière de faire comprendre que voilà. Il est prêt à tout pour éviter de faire souffrir ses parents et si pour ça il doit mettre fin il doit être prêt à tuer, il va tuer. Donc du coup, 1 an plus tard, nouvelle crise dont elle a parlé. Nous, on continue à évoluer plus ou moins en discrétion, enfin en renouvelle discrétion malgré tout, parce on a compris qu'on était beaucoup plus surveillés. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, on commence à prendre de l'âge, etc. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on les a ensemble, ça faisait pratiquement 7-8 ans, il me semble. Arrivé en 2024, moi j'ai une grosse période de réflexion par rapport à tout ça et je me dis mais en fait notre histoire elle est belle, on s'aime de tout notre cœur et tout, etc. Mais moi à côté de ça, je voyais pas mal de mes amis, de mes camarades qui étaient ensemble, qui étaient avec leur conjoint depuis un moment et qui voilà ils faisaient des projets, ils emménageaient ensemble et tout. Alors que ça faisait beaucoup moins longtemps qu'ils étaient ensemble et que ça se passait plus ou moins bien, mais qu'en fait, ils avançaient.
Et moi, j'ai fait un peu le bilan dans ma tête de notre relation avec Sabrina. Et je me rendais compte qu'en fait, encore aujourd'hui, on vivait encore sous l'épée de Damoclès, en fait, de ses parents, sous cette emprise, en fait, externe qui nous contrôle. Alors qu'entre nous, tout va bien, on sait que tout va bien, mais qu'on continue à évoluer comme ça. Et je n'arrivais plus forcément à avoir de perspective d'évolution. Et je n'avais plus envie d'évoluer, en fait, encore sous cette emprise, dans le fait d'être caché, dans le fait de devoir se restreindre, alors qu'entre nous, ça se passe super bien, il n'y a pas de raison. J'en ai fait part à Sabrina, et du coup, ça a été grosse période de remise en question par rapport à tout ça. Bah ouais, en fait, ça a été une période très compliquée pour notre couple. Bon, ça a duré peut-être deux mois, 1 mois et demi, 2 mois, où en fait, bah effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont mis en perspective. En fait, ça faisait déjà, en fait, de 2016 à 2024. Ça faisait 8 ans. Ça faisait déjà 8 ans qu'on était ensemble. Et en fait, 8 ans, et moi, j'étais toujours chez mes parents. Et on se voyait quand on pouvait se voir. Et en fait, bah, moi, j'avais 24 ans, toi, t'en avais 25. Oui, certes, on est jeunes, mais ça faisait déjà 8 ans qu'on était ensemble. Et en fait, on pouvait même pas, ne serait-ce qu'aller boire un café ensemble. En fait, d'avoir une vie de couple Enfin, ordinaire. ouais, avoir une vie de couple ordinaire. Et en fait, ça a remis beaucoup de choses en question et ça a été compliqué. Du coup, il y avait vraiment ce dilemme, en fait, qui pesait dans l'esprit de Sabrina, en fait, ce dilemme cartésien de la notion de sacrifice et de la notion du choix entre est-ce que je dois sacrifier mon bonheur, ma relation pour le bien-être de mes parents et pour perpétuer l'héritage traditionnel et culturel, ou est-ce qu'au contraire, je dois choisir mon bonheur et ma relation au risque de potentiellement voir mes parents souffrir maintenant et pour le restant de mes jours. Et c'était quelque chose qui pesait énormément Sabrina, malgré toutes ces années qu'on avait passées ensemble. Et elle avait encore un peu de mal, du coup, à vraiment, entre guillemets, trancher par rapport à ces deux aspects-là. Et c'est là que le ramadan arrive. Petit retour en arrière, en fait, il faut savoir qu'en fait, de 2022 à 2024, étant donné qu'il y a eu la crise d'octobre, une autre crise et en fait, encore une autre crise juste avant le ramadan de 2024, où mon frère, il nous avait cramé encore ensemble parce qu'il m'avait fait suivre. On s'est fait choper 3 fois, il y a eu 3 grosses fois où vraiment ça a été compliqué, mais en fait, de 2022 à 2024, bah, en fait, ça a été menace de Marvin, ça a été, lavage de cerveau, ça a été, pression familiale de fou. Ça a été chantage affectif, ultimatum, c'est soit lui, soit nous. Il y a eu de la négligence émotionnelle parce que j'ai déjà dit à mes parents, mais en fait, que j'allais pas bien, que j'avais déjà fait une tentative de suicide et moi, tout ce qu'on me répondait, c'était: «Bah, le suicide, bah, du feu au feu». Tu vois? C'est l'enfer tout de suite. Ça a été compliqué et du coup, il vient mars 2024 où du coup, Marvin me suggère parce qu'en fait, le ramadan tombait, bah, du 1er mars jusqu'au 30 mars et quelques, un truc comme ça. Il me dit: «Bah, on va faire un projet ramadan». Tu vois? Et là, si tu veux, explique-le parce que c'était ton idée en vrai. Alors, ce que je souhaitais faire, ça faisait un moment, en fait, que Sabrina me faisait part, en fait, bah, par rapport à toute cette souffrance-là et tout ce mal-être qu'elle ressentait, et aussi par rapport au fait qu'elle ne faisait plus forcément le ramadan, par rapport à sa maladie, elle se sentait, en fait, plus ou moins en perdition dans sa religion et que ça la faisait souffrir. Et moi, du coup, bah, je me t'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon maigre niveau, en fait, pour l'aider à bah, pleinement en fait, se réapproprier sa foi, sa religion, qui est très important pour moi, parce que je sais que c'est important aussi pour elle, pour son bien-être. Et je sais que voilà, le fait de plus pouvoir jeûner à cause de sa maladie, parce que oui, il faut savoir que quand on a une maladie, on ne peut plus pratiquer le jeûne du ramadan. Du coup, je lui ai suggéré l'idée suivante, à savoir que on allait, entre guillemets, faire le ramadan à deux, au sens de, bah moi, je ne suis pas musulman, mais je suis en bonne santé, tout va bien. Donc, je vais lui prêter mon corps sur le plan symbolique, et du coup, je vais faire le jeûne à sa place. Là où elle fera tout l'aspect spirituel que moi, je ne peux pas faire parce que je ne suis pas musulman. Et bah, tout de suite, quand je lui ai raconté l'idée, ça lui a plu. Moi, j'ai tout de suite, en fait, adoré l'idée parce que, ben, on est bien d'accord que, se séparer le ramadan, ça fonctionne pas comme ça, mais c'était plus sur l'aspect symbolique, en fait, de lui qui enfin, ça m'avait énormément touchée et en fait, bah, ça a été une sur 1 mois, en fait, ça a été une période salvatrice. Il s'est passé tellement de choses, en fait, sur le plan, interne, émotionnel, religieux. Je pense que ça a généré un gros déclic entre nous, bah, et notamment de son côté, qui lui a aidé à réaliser qu'en fait, on était, bah, entre guillemets, fait l'un pour l'autre, hein. Enfin, ça a reconfirmé quelque Oui, chose qu'on savait déjà, hein, mais oui, complètement. Enfin, franchement, ça a été une période folle, en fait. Je saurais pas expliquer en termes de sentiments ce que ça a fait, mais
En fait, ça vraiment, c'était une évidence, en fait, que fallait qu'on soit ensemble, qu'en fait, c'était la bonne personne pour moi. Juste après le ramadan, en juin, on commence à préparer mon départ de chez mes parents parce qu'en fait, on s'est dit là, en fait, faut vraiment partir. C'est le moment, je veux pas rester plus longtemps chez mes parents. J'arrivais vraiment à saturation, c'était plus possible. Et en fait, il s'avère que comme par hasard, bah, il y a une réunion de couple islamo-chrétien, notre association, du coup, qui avait lieu là en juin, en fait, à ce moment-là. Et puis je me suis dit, bon, bah, peut-être que, en fait, c'est le moment de me pencher sur cette association. Parce que Marvin, ça faisait depuis 2018 qu'il y adhérait. Moi, c'est à partir de 2024 où je me suis dit, tiens, peut-être que faudrait que je regarde. Et en fait, pareil, ça m'a bouleversée, en fait. Où j'écoutais les gens parler et je pleurais en même temps en me disant, waouh, ils sont comme moi, en fait. Et c'était trop touchant parce qu'en fait, ça puait l'amour, en fait. Mais ça puait l'amour. Il y avait tellement d'amour et de bienveillance, de chaleur. C'était incroyable. Franchement, je convoque une réunion avec mes parents à l'extérieur. Et en fait, je leur dis, écoutez, papa, maman, je pars. Je pars de la maison. En amont, j'avais un peu pris quelques petits traitements et tout pour pas être à court, bah, vu que en fait, j'étais obligée de penser à ma maladie dans tout ça. Et je me dis, bah, faut que je prenne un petit peu de médicaments, faut que je prenne une ou deux tenues. Et en fait, je suis plus ou moins partie comme ça, quoi. J'avais rien avec moi à part ça. Je demande une réunion d'urgence avec mes parents. On fait à l'extérieur, où je vois ma mère qui arrive, les yeux rougis de larmes, donc elle savait très bien ce que j'allais leur dire. Et puis je leur dis, bah écoutez, je pars de la maison, je prends mon appartement, je reste avec Marvin. Et puis il s'avère qu'il y avait un voyage prévu en Algérie cet été-là. Je dis, je ne partirai pas en voyage avec vous. Et voilà, en fait. Juste avant ça, je leur avais dit, exprimez-vous, dites-moi tout ce que vous voulez me dire. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout ce que je faisais, que voilà. Le rendez-vous s'est pas non plus passé au mieux, quoi, c'est sûr. Mais en fait, à la suite de ça, bah, là, ça fait 1 an et demi. Bah, en fait, je suis plus vraiment retournée chez mes parents, en fait. À la suite de ça, en fait, j'ai plus vraiment eu de contact avec mes parents. Mes frères et sœurs ont complètement coupé les liens avec moi. Mes belles-sœurs ont coupé les contacts avec moi. Alors que mes frères et sœurs et mes belles-sœurs étaient tous très au courant du fait que j'étais avec Marvin. Je leur avais vraiment déjà dit. Mais bon, peu importe. Ils ont tous coupé les liens avec moi. J'ai des cousines, pareil, qui ont coupé les liens. Enfin, et en fait, je me suis retrouvée très seule. J'ai galéré à trouver un appart. Enfin, j'étais étudiante, handicapée, pas de garant. Ben, qui va me prendre, quoi? Enfin, voilà. Puis finalement, j'ai réussi à trouver un appartement. L'état des lieux, je l'ai fait avec ma belle-mère. Ça s'est bien passé. Mais, vu qu'on choisit pas la facilité ici, l'histoire ne s'arrête pas là. On est au mois de juin, juillet, allez, je viens d'avoir mon appart. Mes parents étaient partis en Algérie à ce moment-là. Et puis, je sais pas, je ressens quelque chose au fond de moi. Je me dis, waouh, je sais pas, j'ai une mauvaise émotion. J'envoie un message à mes parents pour savoir si tout va bien, en fait, pour prendre des nouvelles, savoir comment se passe leur voyage. Ma mère me dit que mon père va pas bien, que mon frère est infirmier, il lui a donné des médicaments et que ça va mieux, mais il est pas très bien. Bon, ok, je l'ai en tête. Le surlendemain, je lui renvoie un message, maman, comment va papa? On est à l'hôpital, rapatriement sanitaire, il passe sur le billard. Là. Ok. Et en fait, il s'avère que mon père a complètement décompensé, en fait. Son corps a lâché. Donc, 1 mois après que je lui parle, bah, son corps a lâché. Du coup, je pense que c'est l'accumulation de stress, tout ça, bah, mon père tombe très malade. Mais très, très, très malade. Et en fait, on a failli le perdre. Grâce à Dieu, il est encore de son monde aujourd'hui. Mais ça a été très compliqué, en fait, parce que moi, dans cette période, bah, j'ai été, enfin, sans vouloir faire la victime, bah, j'ai été hyper seule parce que je demandais des nouvelles et en fait, bah, à part ma mère, bah, j'avais personne qui me répondait vraiment, quoi. Donc, dès que j'apprends que mon père est à l'hôpital, mais j'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. Ma mère, enfin, elle me dit: «Non, attends, là, il passe sur le billard, attends». Quand il sort de l'opération, le premier visage qu'il voit, c'est le mien. C'est moi qui étais là et qui, en fait, suis allée voir mon père. Bon, il était complètement, enfin, il sortait d'une anesthésie générale, d'urgence, enfin, voilà, il s'en rappelle pas. Donc je lui dis: «Je repasserai demain. Demain, je serai là et tout et cetera». Le lendemain, je repasse. Mais moi, je m'attendais pas, en fait, à avoir, un de mes frères et ma petite sœur. Et en fait, bah, là, j'en ai pris pour mon grade, quoi. Là, vraiment, j'en ai vraiment pris pour mon grade et ça restera un truc aussi traumatisant de ma vie, quoi. Et où enfin, en fait, je vois d'un point de vue extérieur, en fait, je vois mon frère et ma sœur
de dos, en fait, c'était devant le service de réanimation et je ressens un truc bizarre, en fait. Je me dis: «Waouh, il s'est passé un truc ou?» Et du coup, je vais vers eux, je fais: «Tout va bien?» Et puis ils me regardent et puis ils me font: «Mais tu as pas honte d'être là? Mais c'est de ta faute, en fait. Tout ça, c'est de ta faute si papa il est là, c'est de ta faute s'il meurt. J'espère que Dieu il te pardonnera pour tout ce que tu as fait de mal et tout et cetera». Et ça me marquera toute ma vie. Ça me marquera toute ma vie, en fait, de d'avoir reçu ces propos. Et en fait, à ce moment-là, Marvin, il est en bas de non, tu étais Ah il non, travaillait. voilà. Donc j'y étais allée toute seule et et je rentre dans le service de réanimation et puis je fais une crise d'angoisse parce que, bah, en fait, avoir reçu ces propos, bah, ça m'a fait trop mal, en fait, parce que je me dis: «Bah, ouais, en fait, c'est ma faute. C'est complètement ma faute, quoi». Donc je vais voir mon père qui, du coup, bah, qui, je crois, est content de me voir, mais en fait, il était tellement il était tellement shooté plein de médicaments qu'en fait, même lui, il s'en rappelle pas, quoi. Et il me dit: «Tu reviens demain?» Je lui dis: «Oui, oui». Enfin, il me dit: «Quand est-ce que tu reviens?» Je lui dis: «Je reviendrai». Et puis, en fait, je suis plus jamais revenue. Je suis plus jamais revenue parce qu'en fait, avec les propos de mon frère, bah, j'ai pas pu, en fait. Ouais, ça a bloqué, ouais. Ouais, ça m'a complètement bloquée. En fait, j'avais trop peur de retourner à l'hôpital et qu'en fait, je les revoie et que ça refasse ça, quoi. Et donc du coup, j'y suis plus retournée. Je prenais des nouvelles quasiment tous les jours. Tout le temps, je prenais des nouvelles, j'ai appelé ma mère, tout le temps. Mais j'y suis pas allée. Et ça, c'est un truc dont je m'en voudrais toute ma vie parce qu'en fait, bah, mine de rien, c'est quand même mon père, en fait. Et j'ai une amie qui m'en parlait il y a pas longtemps, on parlait de cette période, et elle me dit: «Ouais, ton frère, il avait pas le droit de faire ça parce que oui, c'est son père, mais c'était aussi ton père. Enfin, c'est aussi ton père». Donc ouais, ça a été compliqué. Donc vraiment en fait, à partir du moment où je pars de chez mes parents, bah, j'ai un rejet flagrant de la part de ma famille. Mais vraiment. Et où je suis complètement ostracisée, je suis vraiment, l'ennemi public numéro un. Enfin, c'est compliqué à vivre. C'est vraiment compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en parallèle de tout ça, je continue à aller chez ma grand-mère. Et donc en fait, je reste dans le paysage familial. Je vais chez ma grand-mère et puis en fait, à force, je vois un peu plus de monde à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et puis, en fait, je redécouvre ma famille, certains membres de ma famille, sous un angle différent. J'ai des oncles qui, en fait, bah, avec qui je parle super bien finalement. En fait, dans la famille, je me disais: «Bah, c'est mes oncles, donc en fait, ils sont hyper fermés». Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. C'est des oncles chez qui on a mis une réputation, alors qu'en fait, non, ils sont super cool. Et bref, le temps passe, je suis quand même là, dans la famille. On est 1 an à peu près après, c'est l'Aïd. Donc je m'arme de patience et d'amour et de bienveillance et je me dis: «Bah, allez, c'est l'Aïd, je vais à la prière de l'Aïd avec toute la famille». Ça va peut-être mal être vu, mais j'y vais. Et moi, en fait, ma grand-mère, bah, de toute façon, je lui avais dit: «Bah, je dors chez toi, puis on y va ensemble». Puis ma grand-mère, elle, bah moi, ma grand-mère, en fait, on est restés proches, dès que je suis partie de chez mes parents, elle m'a dit: «Je t'abandonnerai pas». C'est la seule qui m'avait dit ça: «Je Ouais, ne t'abandonnerai c'est pas. Je continuerai de t'appeler, puis je t'abandonnerai pas». Et je pense que c'est ça qui a fait que je suis restée au final. Donc voilà, et pourtant ma grand-mère, c'est pas du tout un exemple de tolérance ou ben vraiment pas du tout. Enfin, voilà. Mais le fait qu'elle me dise ça et qu'en fait elle s'y tienne, bah, en fait ça m'a énormément rapprochée d'elle. Mais ça m'a vraiment rapprochée d'elle. Donc bah, c'est l'Aïd, je on va prier ensemble et puis en fait, bah, plein de gens sont hyper contents de me voir au final. Donc voilà, mon père va mieux, mon père est trop content de me voir, sachant qu'en fait, en parallèle, on se parlait quand même. Enfin, quand c'est pas à lui que j'envoyais quand c'était pas à ma mère que j'envoyais des messages, c'était à lui. Enfin, il y avait vraiment pas de problème. Bon, vite juste, on parlait pas de Marvin, on parlait pas du fait que j'ai un appart, mais sinon ça se passait très bien, quoi. Et vient l'Aïd, moi j'y vais, en me disant amour et bienveillance et je dis bonjour à tout le monde. Il y a des personnes qui veulent pas me dire bonjour, mes frères, enfin qui veulent pas me dire, Sahar Hedek, mais c'est pas grave. Je me dis: «Sabrina, tu t'armes de patience» et en fait, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'en fait, le fait qu'un jour de fête, il ne veuille pas me souhaiter Sahar Hedek aussi, bah, en fait, tout le monde l'a vu et en fait, c'est sur lui que c'est retombé et ça, sans vouloir le dire, j'étais un peu contente, quoi. Et en fait, à force, là, maintenant, ça fait 1 an et demi et bah, maintenant, en fait, ça va avec mes parents. Bah, là, il y a 2 semaines, j'ai été manger chez mes parents. mmh. Ils m'ont dit: «Vas-y, c'est ramadan, viens manger à la maison». Pour la première fois depuis 1 an, Pour la première fois depuis 1 an et demi, je retourne chez mes parents et pareil, dans la même semaine, j'ai une de mes tantes qui me dit: «Ah, vas-y, viens manger à la maison et tout». OK, vas-y, j'arrive et elle invite Mervyn. OK.
Et en fait, ce jour-là, il s'avère qu'il y avait mon oncle, plus 2 de mes tantes, plus en fait, il y avait de la famille et moi, je savais pas. Et on y va et Marvin est hyper apprécié, en fait. Le lendemain, j'envoie un message à mes tantes pour les remercier parce qu'on a passé un super moment. Moi, j'avais peur. Moi, je me suis dit: «Mais comment ça va se passer?» En fait, non. Marvin parle super bien avec elles. Le lendemain, je leur envoie un message pour les remercier de ce beau moment qu'on a passé ensemble. Elles me disent qu'il est génial. Bon, forcément, il y a la question de la religion ou voilà, mais humainement, c'est une super personne et en fait, en fait, elles peuvent pas remettre ça en question, quoi. Marvin, il a grandi, mais tu peux en parler mieux que moi, quoi. Avec une vision, en fait, d'amour de la religion. Oui, ben, moi, pardon, globalement, en termes d'enfant, enfin, dans ma vie, en fait, on a toujours eu une approche tournée sur la bienveillance, sur la charité, et oui, tout simplement l'amour, en fait. Bah, après, ça, c'est un des gros messages du christianisme, en fait, que Dieu est amour. Et du coup, en fait, je n'ai, nous, dans notre famille, en fait, je n'ai jamais ressenti la moindre contrainte dans l'aspect religieux. Au contraire, en fait, on nous a toujours enseigné la religion, la spiritualité sous l'angle en fait juste de la positivité en fait tout simplement, qui fait que c'est quelque chose qui me porte beaucoup encore aujourd'hui. Et de par mon père, là un peu plus spécifique à mon père en fait, il m'a toujours appris à prendre de la hauteur. Je dirais que c'est même sa phrase fétiche qu'il nous dit tout le Oh temps ouais. en toute instance, prendre de la hauteur sur tout le temps, constamment, apprendre à voir les choses sous un autre angle, apprendre à observer une pluralité de points de vue. Ce qui fait que, bon, aujourd'hui, je me définis comme étant chrétien, mais ça n'empêche pas, en fait, de pouvoir voir et surtout contempler, admirer, en fait, la beauté du sacré et du divin, en fait, dans toute sa splendeur, en fait, dans toutes ces diversités. Moi, j'ai pas une réflexion portée sur l'étiquette religieuse. Je dirais que c'est un peu le problème de beaucoup de croyants, pas forcément à la famille de Sabrina, ou même parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est présent chez toutes les religions, hein. En fait, beaucoup sont trop concentrés sur le, on va dire la lutte horizontale, où en fait, on va chercher à être meilleur que les uns les autres, à prouver en fait que notre voix, notre dogme, notre pensée est la bonne, plutôt que de se focaliser sur la relation verticale qui consiste à s'élever en fait tout seul vers le divin en fait. On veut trop se cantonner aux étiquettes religieuses et même au sein d'une même religion, on veut trop chercher. Il y a trop la pêche au péché, au mécréant. À toi, tu fais ça. Ah, tu manges du porc. Ou ah, t'es avec un non-musulman, t'es pas un non-musulman. Et en fait, Mmh. en fait, on préfère se focaliser là-dessus plutôt que sur le message commun de la foi, à savoir, bah, en fait, concrètement, comment être une meilleure personne chaque jour, comment mieux s'aimer soi-même, mais pas s'aimer en termes d'ego, mais s'aimer en termes de bienveillance, et surtout comment mieux aimer son prochain, en fait, parce que c'est la base, c'est l'amour de son prochain. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été très présent chez moi et que du coup, je sais que Sabrina n'a pas forcément été élevée, enfin, n'a pas grandi dans ce même paradigme. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de lui apporter comme je pouvais. Et c'est une chose à laquelle elle est très, très sensible. Et Oui. Ouais, en fait, moi, j'ai été obligée de tout déconstruire, en fait, de ce qu'on m'avait appris, de me dire: «Waouh, mais attends, mais ça fait beaucoup de contraintes, beaucoup de négatifs et Dieu, c'est pas que ça, c'est pas possible». Donc en fait, j'ai tout détruit et j'ai tout reconstruit et en fait, aujourd'hui, j'ai une vision de la religion qui est tournée vers l'amour, vers la bienveillance, vers, l'excellence et je trouve que ça change beaucoup la manière de voir les choses. Et globalement, c'est vrai pour revenir un peu sur mes ressentis depuis, bah, au cours de notre histoire, on est passé par plein de sphères. Ce qui m'a beaucoup animé en mettant de côté, pas forcément l'amour que je porte à Sabrina, c'est pas mal en fait, pas mal d'incompréhension au début, parce que je comprenais pas. Pour moi, on ne faisait rien de mal. Pourquoi, en fait, pourquoi on est rejeté? Pourquoi je suis rejeté? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc pas mal d'incompréhension, puis vient la frustration, puis la colère aussi parce que, en fait, Mmh. je moi, j'ai un gros défaut, en qualité ou défaut, c'est que, bon, je suis pas quelqu'un d'assez colérique, mais je déteste l'injustice et notamment, j'aime pas être accusé à tort et qu'on me fasse porter une étiquette que j'estime ne pas mériter, en fait. Et là, en fait, il y avait vraiment ce côté, on me rejetait euh, gratuitement, sans avoir vraiment pris le temps d'apprendre à me connaître, en fait, d'apprendre à voir qui j'étais.
simplement parce que j'avais pas la bonne étiquette religieuse. Et du coup, il y a eu une grosse phase aussi pendant laquelle moi aussi, j'avoue, j'étais un peu dans la rancune vis-à-vis de sa famille. Et c'était pas vraiment compliqué aussi de moi d'être dans cet esprit de patience et d'amour qui nous anime aujourd'hui, parce qu'en fait, juste, je ne faisais que constater l'injustice et le mal-être qu'on ressentait. Et c'est compliqué. Et d'autant plus que, pareil, il y a aussi et ça, je dirais le plus gros, c'était le sentiment d'impuissance. Le fait de voir et de savoir que Sabrina souffrait constamment de tout ça en permanence, se sentait mal, que ce soit vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa religion. Le fait qu'elle porte en elle un énorme ressenti de solitude constamment alors qu'elle est entourée. Et que moi, j'ai beau être là, j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, j'ai beau la rassurer comme je peux, lui donner le plus d'affection, le plus de mots doux possible, ça n'y change rien. Voilà, les pensées noires sont encore là, Plus maintenant. plus maintenant, mais était encore là, le sentiment de solitude était encore présent. Bah, c'était très très compliqué à gérer, c'était horrible. Enfin, le jour où il allait se partir pour parler à ses parents parce qu'on était ensemble ce jour-là, c'était odieux. Enfin, moi, je tournais en rond, je me disais, mais comment ça se passe? Je pouvais rien faire, j'avais juste envie de débarquer, de dire, c'est bon, ça suffit. Mais je pouvais rien faire parce que disons que c'était pas, entre guillemets, c'était notre combat, mais cette confrontation-là, il fallait qu'elle la livre au sol. Et moi, je pouvais être qu'un soutien, un soutien à distance et pas un soutien présent parce que, bah, de toute façon, ils auraient pas pu écouter l'échange. Et en fait, le fait d'avoir, entre guillemets, constamment, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'il y a 1 an et demi, mis de côté, en fait, et pas être un élément soutenant ultra actif, en fait, dans son bonheur, c'était très compliqué à gérer. Là, depuis que moment, bah, depuis, globalement, ça va mieux parce que, bah, du coup, on est constamment l'un avec l'autre. Oui, on vit ensemble maintenant. Les choses vont de mieux en mieux. Là, récemment, très récemment, il y a 2 mois, on s'est fiancés. Il était temps, mais oui, ça va faire 10 ans. Et aujourd'hui, il parle avec ma famille et pas tout le monde ne l'accepte, mais ça va. Et en vrai, si les gens devaient retenir une seule chose de ce que moi je dis: «Apaisez-vous» et en fait, déconstruisez tout et reconstruisez. Je sais pas si toi tu veux faire une conclusion différente? Oui, oui. Bah, moi, première chose que je dirais déjà, je tiens particulièrement et très sincèrement à te remercier, Soraya, et à te féliciter parce que je trouve que ce que tu fais est d'une importance capitale. Si un podcast comme le tien avait existé il y a déjà, ouais, il y a 8 ans, peut-être qu'il y a beaucoup de choses entre nous qui auraient pu aller beaucoup plus rapidement, ça aurait pu impacter beaucoup plus de gens positivement, et qui sait l'ampleur que ça aura aujourd'hui. Je pense que ça aura une ampleur incroyable d'ici quelques temps, et je te le souhaite notamment. Mais je ne sais pas si toi-même tu prends vraiment la mesure de ce que tu fais, mais c'est un outil très puissant, en fait, de venir et d'apporter en fait le message à d'autres qui se sentent seuls, qui ne sont pas seuls, peuvent être écoutés, ils peuvent être entendus, ils peuvent être soutenus. Et ça, c'est pour des personnes en fait qui ne voient plus, qui ne broient que du noir et qui ne voient plus d'issue à leur situation. C'est très très important en fait de leur délivrer ce message de délivrance. Et c'est la seconde partie de la conclusion que je dirais, c'est à toutes les personnes qui sont dans des situations qui peuvent être délicates, qui peuvent être compliquées, qui peuvent être, apparemment, qui peuvent être sans issue et surtout qui se sentent seuls. Soyez patients. Et gardez la foi, en fait, gardez la foi, mais pas forcément la foi au sens spirituel. Gardez la foi, gardez l'espoir que les choses s'arrangeront, parce que elles finiront par s'arranger. Je sais que c'est vite dit, hein, comme ça, de se dire oui. Mais il connaît pas ma vie, il connaît ma situation, qu'est-ce qu'il en sait? Nous aussi, on a des grosses périodes, des grosses situations, on s'est dit que c'était terminé, c'était fini, il y aurait pas d'après, il y aurait pas de demain, tellement c'était compliqué. Mais en fait, non, on est resté solide, on est resté ancré à ce qui faisait qu'on puisse s'accrocher et rester optimiste. Et on est encore là, en fait. Et toutes les personnes qui t'écouteront par la suite, gardez la foi, gardez espoir, et les choses s'arrangeront. Voilà.